Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 avec notre invité en studio Pascal Reda Belladj, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Que je salue. Bonjour. Je vais vous donner une information qui n'est guère réjouissante puisqu'une personne est décédée mercredi matin dans une fusillade survenue entre les occupants de deux véhicules sur l'autoroute A41 près de Grenoble. A-t-on appris de sources concordantes et c'est une dépêche de l'AFP que je lis à l'instant. Cette fusillade a eu lieu vers 10h30 au niveau de Mélan dans le sens Grenoble-Chambéry et l'intervention des forces de l'ordre et de secours est toujours en cours en fin de matinée. Une personne visée par les tirs, décédée des suites de ses blessures. Selon les pompiers, le procureur par intérim François Touret de Coucy, qui a indiqué s'être rendu sur place, les échanges de coups de feu ont lieu entre les occupants de deux véhicules. Et selon le Dauphiné libéré, un homme au volant d'une BMW a été pris pour cible par les tireurs qu'il poursuivait au volant d'une autre voiture, une Mégane RS volée, retrouvée incendiée peu après à quelques kilomètres au niveau de la ville de Saint-Martin-d'Air, limitrophe de Grenoble. La circulation sur l'A41 a été interrompue. Donc on imagine que c'est un règlement de compte. Reda Belladj, avec ces informations que je donne à l'instant. Oui, la première chose qui va être faite, c'est identifier le véhicule de la victime, de la personne décédée, et puis on va vérifier si la personne est connue au traitement des antécédents judiciaires, ce qu'on appelle chez nous le TAJ, ou alors s'il a un casier judiciaire. Et puis normalement, ce qui arrive malheureusement encore trop souvent, on constatera sûrement qu'il est connu pour trafic de stupes. Donc sûrement, vu le mode opératoire surtout, vu l'armement, vu l'utilisation, donc il y a une préméditation avec un véhicule qui est volé. Donc du coup, oui, c'est les méthodes de banditisme, du trafic de stupes. Et puis Jean-Michel Collen était avec nous il y a une seconde et on parlait de ces affiches de la honte, jusqu'où ira la France insoumise, le parti qui a publié des affiches pour les marches du 22 mars. Gérald Darmanin espère que ces manifestations seront interdites. Indépendamment de la liberté d'expression qui manifestement est très attaquée, c'est mettre des cibles dans le dos de ces journalistes, de ces hommes politiques ou de ces personnalités. C'est extrêmement dangereux et j'espère que ces manifestations, je ne parle pas en tant que garde des Sceaux, je ne donne pas d'ordre aux magistrats, mais j'espère que ces manifestations pourront être interdites par les préfets. Espérons également. La France insoumise ne s'arrête pas donc dans les polémiques. Le parti a pris la parole à plusieurs reprises pour parler, je cite, de morts causées par la police et c'était hier à l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter Ali Diouara, qui est député de la France insoumise. C'était donc hier dans l'hémicycle. La France a été condamnée à de multiples reprises pour des contrôles d'identité discriminatoires. Depuis, de nombreux jeunes hommes de ce pays sont morts entre les mains de la police ou de la gendarmerie. Naël Merzouk, Cédric Chouviat, Adama Traoré, Wanis, Ali Hussein Kamara. Autre passage que je voulais vous faire écouter, c'est Thomas Porte, également député de la France insoumise, qui s'est exprimé en marge de l'hémicycle. Je veux aussi avoir une pensée pour Naël et sa famille, traînés dans la boue depuis des mois et encore récemment par des syndicats policiers d'extrême droite. Je veux aussi avoir une pensée pour Souley El Khalfaoui, Jean-Paul, Rayana, Boubacar, Fadjigui, Amine, Inès, Ali Hussein Kamara, toutes celles et ceux qui sont morts sous les balles de la police après des refus d'obtempérer. Je veux aussi dire ma colère et notre honte d'avoir eu les propos du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'est une fois de plus comporté comme un porte-parole des syndicats policiers d'extrême droite. Le même ministre qui a été incapable de condamner des actions de groupuscules nazis dans les rues de Paris est venu apporter un soutien direct et légitime aux violences policières. Reda Belladj, c'est une antienne dans la France insoumise. D'ailleurs, c'est intéressant, je ne sais pas si vous les rencontrez personnellement de temps en temps, mais ça doit être terrible parce que de temps en temps, vous assurez sans doute aussi leur sécurité. Oui, très souvent. On avait d'ailleurs pour mission pendant pas mal de temps la sécurisation de la permanence de M. Boyard, qui est assurée par les compagnies de sécurisation d'intervention du Val-de-Marne et les BAC départementales du Val-de-Marne. Donc on mobilisait à minima au moins 2 véhicules pour sécuriser les logements ou alors les permanences de ces personnes-là. Parce que nous, on sommes des policiers républicains. Voilà. Parce que nous, quand on nous demande quelque chose, on le fait parce qu'on représente le peuple et on vit dans un état de droit et pour nous, chaque personne qui réside en France a les mêmes droits. Et puis un député, oui, on doit le respecter. Eux, ils ont un peu de mal avec nous et puis ils aiment bien, de toute façon on aura l'occasion d'en parler pendant cette interview, mais en tout cas ils aiment bien s'en prendre à nous et puis ils aiment bien diviser la société. Justement, mais pourquoi? Parce que je sais pas, il faut leur poser la question à eux, je pense. Quel est le but au fond de cela? Parce que eux-mêmes ne peuvent pas croire à ce qu'ils disent. Qu'il y ait, par exemple, on va prendre le cas de Naël Merzouk, que le policier doive répondre de son geste, tout le monde est d'accord.
qu'il y ait, pourquoi pas, un procès pour homicide involontaire, tout le monde peut comprendre cela, qu'il y ait une possibilité de savoir précisément ce qui s'est passé. À partir du moment où la qualification meurtre arrive ou est en place, c'est déjà un peu différent. Mais bien sûr qu'il peut y avoir des erreurs. Il n'y a pas une volonté de tuer chez Florian M. Je ne l'imagine pas. C'est lui qui joue sa vie, qui course ce jeune homme, qui est dans une voiture volée, il y a 2 refus d'obtempérer déjà, il brûle un feu, etc. Il met tout le monde en danger. Mais bien sûr qu'il peut avoir des erreurs d'un policier par définition, et ils doivent en répondre. Il peut aussi faire son travail. Vous savez, moi j'ai pris une vie sur un refus d'obtempérer, j'ai voulu contrôler le véhicule, l'individu a perdu le contrôle, il est mort. J'ai juste voulu faire mon travail en fait. Et pour eux, je suis dans le même panier, d'après ces propos que je viens d'entendre, je suis dans le même panier, c'est-à-dire que pour eux, c'est des violences policières. Non, c'est des gens, en fait, ces jeunes qui roulent sans permis, ou qui sont volants de voitures volées, ou qui transportent des stupes, s'ils renversent vos enfants, ils ne s'arrêteront pas, en fait. Et nous, notre travail, c'est de les arrêter. Et c'est pour ça qu'il y a des lois, et c'est pour ça qu'il y a des règles qui existent en France, et on est là pour les faire respecter. Ce qui les ennuie, je pense, eux, c'est qu'on les fasse respecter, et que nous aussi, on aille dans cette fameuse cité où il y a eu ce député qui est venu, qui s'est plaint, qui s'y fait... excusez-moi, vous faites un contrôle de police, vous mettez en place un périmètre, moi, personne ne rentre dans mon contrôle. Il peut être député, il peut être ce qu'il veut, il peut être ministre, il ne rentre pas dans mon contrôle. Je suis chef de bord, chef du dispo, je dois contrôler l'individu, personne ne doit s'approcher. Voilà. L'affaire, si vous vous souvenez de l'affaire Théo, elle part de quoi? Elle part de ça, en fait. Les collègues sont en train de contrôler une dizaine d'individus, et à un moment, ça se passe mal avec un individu, bien évidemment. Et monsieur Théo, il vient, il s'interpose. Voilà. Et si le député ne s'interpose pas, il n'y a pas de problème déjà. Mais je suis d'accord. Il n'aura pas de souci. Et il peut être blanc, il peut être noir, il peut être beurre, il peut être chinois. On n'en a rien à faire, en fait. Ça, en fait, je pense qu'eux, ils utilisent, j'aime pas trop faire de politique, mais ils veulent juste utiliser l'électorat d'une certaine culture, l'électorat d'une certaine religion, l'électorat de personnes qui habitent dans les quartiers. Mais les gens qui habitent à Karl Marx, là où il y a du trafic de stupes, ils sont contents de voir les policiers. Bien sûr. Et on a le droit, nous, de contrôler. Et ces gens, ils ont le droit d'avoir une sécurité. Et alors que ça plaise ou non à ce député, on continuera à aller sur ces territoires-là, parce que pour nous, il ne doit pas y avoir de zone de non-droit, justement. Alors Abdelkader est avec nous parce que vous le savez, cette émission est souvent placée sous l'interactivité et les questions qui sont posées par les auditeurs. Bonjour Abdelkader. Bonjour, merci de me donner la parole. Je vous en prie, vous avez 63 ans, je crois, vous habitez Strasbourg. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites dans la vie ? Eh bien, écoutez, j'ai 64 ans. Je suis donc une personne qui a une famille qui a une longue histoire. Arrivée en France en 1838. Plus de 1700 personnes de ma famille sont mortes pour la France. Mon père a servi plus de 40 ans au service des armes de la France. Moi-même, j'ai servi une quinzaine d'années. Et j'ai envie de dire une chose, Monsieur Pro. Le gros problème qu'il y a dans ce pays, en réalité, ce sont les institutions, les hauts fonctionnaires, et comme on me disait toujours à l'armée, il n'y a pas de mauvais soldats, il n'y a que des mauvais encadrants, pour ne pas dire autre chose. Évidemment qu'il y a des violences policières, évidemment que dans la médecine, vous avez de mauvais médecins, évidemment que vous avez de mauvais journalistes, et la liste est longue, elle est très très longue. Le problème, c'est que nous sommes arrivés à une période où la société vit dans la médiocrité. Imaginez-vous que durant la Covid, il y a des sachants qui se sont permis de remettre en question la valeur d'un homme comme le professeur Montagnier. Ce que je vous propose, parce qu'il est 12h26 et que Émilie Dès va nous rappeler les titres, ce que je vous propose évidemment, c'est de revenir à 12h32 pour continuer à ce que vous nous disiez qui est très intéressant. À tout de suite. Et si vous voulez réagir comme Abdelkader, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Pro. Et avec Abdelkader qui nous a appelé de Strasbourg, Pascal. Et que j'ai interrompu, hélas, tout à l'heure, parce que vous racontiez votre parcours personnel, l'histoire de votre famille, et j'imaginais qu'à la fin de cette histoire personnelle, vous vouliez dire précisément un message pour notre antenne, Abdelkader. Oui, tout à fait. Merci de me permettre de le distribuer, entre guillemets. Je ne suis personne. Je ne suis pas un sachant. Je suis juste un simple cuidam. Ne dites pas que vous êtes personne. Ne dites pas que vous êtes personne, parce que vous êtes... je suis monsieur vous tout êtes le monde. quelqu'un. Oui, mais vous êtes quelqu'un.
Sachez, Monsieur Pro, que moi, ce dont je me rappelle, c'est qu'à la période du président Giscard d'Estaing, il y avait plus de 20% de personnes issues d'une certaine immigration qui étaient dans les grandes écoles, les hautes écoles. Quand M. Mitterrand est arrivé au pouvoir, Monsieur le Président, à ce moment-là, on a constaté une certaine dérive. Pour moi, la dérive, ça a été quoi? On a ramené de la drogue, on a ramené de la religion, et on a oublié une chose. La chose la plus importante, c'est l'éducation, l'école. Lorsque j'étais à l'école, j'avais des maîtres que je respectais parce qu'ils étaient respectables. Ces gens-là nous permettaient de nous grandir, d'apprendre. Effectivement, il y avait des embûches, il y avait, appelez-le du racisme, ce que vous voulez, qu'importe. Il y avait un moyen de s'en sortir parce que les institutions étaient respectables. C'est-à-dire qu'à chaque moment de la société française, lorsqu'il y avait un problème, il y avait des garde-fous qui vous permettaient de progresser, d'avancer. Mais quand vous voulez empêcher une partie de la population d'avancer, eh ben, on fait ce qu'on a fait. C'est-à-dire des ghettos. On a ramené de la drogue, on a ramené des religieux et on a oublié d'éduquer. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Non, mais j'ai peur, Abdelkader, j'ai peur qu'on dise ce qu'on a déjà dit de nombreuses fois. Et évidemment, la perte de l'autorité, évidemment que des ghettos ont été construits, évidemment que la France a manqué d'intégration, l'assimilation. J'ai peur qu'on répète ce qu'on a dit de nombreuses fois. Maintenant, on est face... Reda Bellad, je me regarde et regarde sa montre. Non, j'aime bien parler l'assimilation, excusez-moi, je me permets, et d'intégration. En 98, quand je suis rentré dans la police, justement, M. Chevènement, il a dit il faut embaucher dans la police les fils de l'immigration. Oui. Et je vous dis, ça a été un magnifique tournant pour la France. Ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et c'est là que la police allait évoluer. Et là, vous avez commencé à avoir beaucoup de gens issus de l'immigration, de la diversité. Parce qu'avant, il y en avait, mais très peu. Ils étaient aux écoutes téléphoniques. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Moi, on a essayé de me recruter à l'époque. Je parlais pas assez bien l'arabe d'ailleurs. Je comprenais pas assez bien. Mais en tout cas, c'est là qu'on a mis en place la police de proximité. Et justement, on nous voyait, voilà. Et moi, ça me fait vraiment. Je sais que ça leur fera plaisir à la LFI, mais ça me fait vraiment mal au cœur qu'ils parlent de ça. Vous voyez, parce que je les vois soi-disant combattre contre soi-disant des violences policières, contre du contrôle aux faciès. Mais nous, les policiers issus de l'immigration, quand on fait des contrôles, vous pensez que ça se passe comment sur le terrain? Ça se passe très mal. On est victime de racisme. Et moi, à l'époque, dans les années 80-90, j'ai connu SS Racisme. Ils auraient peut-être pas laissé passer ça. Mais aujourd'hui, ça a évolué. On a l'impression que tout se radicalise. Bah oui, ça c'est sûr que quand les journalistes... Il y a un camp, il y a un autre camp, mais il n'y a pas de camp et d'autres camps. Nous, on est là pour tout le monde. Quand les journalistes deviennent des cibles, tout le monde se radicalise. Moi, je vois pas de solution parce que j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Le climat est de pire en pire, Reda Bellad. Alors, je sais pas sur le terrain... Il faudra être très dur et très ferme. Je pense que c'est possible, mais il faudra être très dur. Vous savez, moi, je suis le premier... je suis un fils de la police de proximité, je m'en cache pas, parce que je suis rentré dans la police grâce à ça, et j'avais une autre image, parce que j'étais issu d'un quartier, donc j'avais une autre image de la police. Et j'ai commencé en tant qu'emploi jeune, c'est-à-dire que l'État m'a donné une opportunité, j'ai gagné le SMIC au début, quand je suis rentré, après j'ai passé mon concours en externe, mais j'ai gagné le SMIC pour voir une autre côté. Et en fait, j'ai vu, ça m'a fait bizarre, quoi. Quand vous retrouvez au milieu d'une cité, et que des gars vous courent après, vous êtes policier, vous enfuyez parce qu'ils veulent vous démonter la gueule, vous tombez sur un guet-apens. Moi, je m'attendais pas à ça, en fait. Je pensais que j'avais cette image un peu plus négative de la police, je vais pas le cacher, parce que, en fait, c'est une image qu'on véhiculait dans le quartier. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, les politiques, ils véhiculaient pas cette image. Et aujourd'hui, ils le font et ils s'en servent. Et de victimiser les gens, je pense que ça va pas aider. Et créer la division entre la police et les jeunes, je pense que c'est une chose qui est grave. Et j'espère qu'un jour, quelqu'un viendra à la tête de la France et remettra un peu l'église au milieu du village et que la police soit respectée et que les jeunes aussi, que tous les jeunes aient leur chance. Je vous voyais regarder votre monde, disais-je, parce que je crois que vous avez un rendez-vous et que vous êtes attendu peut-être quelque part. Non, c'est pas ça. C'est que quand on parle d'assimilation, d'intégration, ça fait le tilt. D'accord. Voilà. D'accord. Non. Vous avez regardé le PSG hier soir ? Je suis un ancien, enfin, je supporte le PSG. Avant, j'étais abonné au Parc. Oui. Donc, oui, je ne rate pas un match de Paris. C'était un match incroyable. Sous pression. Et donc, vous êtes couché hier soir jusqu'à minuit. Ouais, vous avez regardé, je pense, minuit, 1h. J'ai eu peur, vous voyez, j'ai eu un réflexe. Oui. J'ai eu peur qu'il y ait des émeutes après.
Et Parce que je les ai connus quand j'étais vous avez sur le terrain. regardé avec des amis ou en famille ou Non, chez j'étais vous en famille et puis franchement, c'était un moment pendant tout le match. Alors, je sais pas si c'était pour enlever le stress, mais je me suis dit, ils ont fait le job. Déjà, juste de voir que les gars, ils se battaient et qu'ils lâchaient rien, même si à n'importe quel moment, parce que le but au match aller, il fait très très mal. On a dominé complètement. Il fait, pour un Parisien, c'est un moment vraiment de souffrance. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que le PSG cette année est efficace et meilleur peut-être que toutes les années précédentes, alors qu'il n'a peut-être pas le plus bel effectif qu'il ait eu depuis 2011? Alors, je pense que l'entraîneur y est pour beaucoup. Et je pense aussi que la politique du club y est pour beaucoup. Au niveau sportif, la politique sportive, c'est qu'ils ont donné les clés à une personne qui a l'expérience. Et le management dans le foot, dans la police, c'est important, mais dans le foot, on voit aussi, c'est très très important. Non, mais c'est vrai, faire l'unanimité, c'est très important. Et dans toutes les équipes, avant, quand vous aviez Zlatan, il fallait jouer sur Zlatan. Mais qui joue pas sur Zlatan, il est mort en fait à l'entraînement. Donc là, on est pareil en fait. Vous aviez Messi, vous aviez des fois, et voilà. Là, on a l'impression que depuis 1 an et demi, les mecs ils se lâchent en fait. Chacun joue son jeu. Quand il a une opportunité de frapper, quand il a une opportunité de faire une balle, personne ne doit rien à personne. C'est vraiment un vrai collectif. Et moi, je trouve ça magnifique. Et je pense qu'aujourd'hui, Paris fait peur. Il fait peur grâce à son collectif. Ben oui, ce que vous dites, vous avez joué au football? Oui, j'ai joué au football. Oui. Non, parce que vous dites des choses très précises. Et c'est vrai que le football, c'est pas l'addition simplement de talents. On n'empile pas les meilleurs joueurs. Faut une équipe. Et Exactement. Une équipe, c'est un état d'esprit, un collectif. Et moi, j'étais sidéré hier soir par la puissance physique, athlétique du PSG. Après 120 minutes, vous avez des gens qui sont capables de faire des sprints. Vous avez des joueurs comme Hakimi qui est d'une énergie tout à fait exceptionnelle et d'une volonté aussi, bien sûr. Et c'est ça qui transpirait hier parce que le PSG a terminé mieux que Liverpool et aurait pu gagner dans la deuxième prolongation. Le pressing, il était incroyable. Incroyable. On voit le Real de Cristiano Ronaldo avec Mourinho, je crois, à l'époque, où les gars étaient dans la surface adverse, vous ne pouviez même pas relancer. C'était un match impressionnant. Écoutez, merci d'être avec nous.